historique pour l'Europe, a déclaré virevoltant le président français Emmanuel Macron. Mais les grands mots ne sauraient effacer ni les grands échecs, ni les grandes forfaitures. Dans la résolution commune présentée aujourd'hui par tous les groupes, du centre droit jusqu'à l'extrême gauche, il est déploré le peu de cas que le Conseil fait du Parlement européen. Mais la précipitation de notre Assemblée à se réunir sous 48 heures pour finalement saluer docilement, avec quelques simples réserves, l'accord négocié il y a quelques jours, contribue à reléguer notre Parlement à un rôle de figuration et de chambre d'enregistrement. Le travail parlementaire et législatif, pour être respecté comme tel, pour être crédible, nécessite quand même un minimum de temps et de sérénité. Mais si vous manquez de temps aujourd'hui, c'est d'abord parce que nous en avons beaucoup perdu hier. D'abord parce que les institutions européennes ont été les grandes absentes de la crise sanitaire elle-même. La crise aurait dû être l'occasion de refonder l'Union européenne sur des bases saines, le localisme, les protections économiques, les coopérations libres entre les nations, l'indépendance industrielle, la fin de la bureaucratie. Ce tournant crucial pour l'Europe, il a été manqué par péché d'hubris, de démesure. Bruxelles a voulu faire ce qu'elle fait toujours, aller encore plus loin, encore plus vite, poursuivre sa fuite en avant sans jamais reconnaître ni apprendre de ses erreurs. Absente dans l'anticipation de la crise, puis absente dans la coordination des pays européens face à la crise, l'Union essaye aujourd'hui de faire oublier ses échecs et ses carences en présentant de manière triomphaliste un plan de relance négocié dans la douleur, dont si peu de pays européens seront réellement les bénéficiaires. 92 heures de négociations laborieuses ont montré que les intérêts nationaux prendront toujours le pas sur l'utopie fédérale. Oui, Monsieur Macron, oui, Madame Merkel, les nations, elles existent encore. La plupart des annonces fanfaronnantes ont finalement été évacuées ou rabotées. Les aides directes à l'économie sont passées de 500 milliards à moins de 400 milliards au bout du premier tour de table. Et au passage, on a rogné les crédits de la politique agricole commune, de la recherche ou encore d'Erasmus. Mais l'objectif principal, dogmatique, idéologique, eh bien, il demeure faire un pas de plus vers l'État centralisé européen grâce à la mutualisation continentale de la dette. Mais la question, c'est de savoir quel est le gain pour nos nations, quel est le bénéfice réel pour nos peuples. Ces soutiens économiques auraient bien pu être organisés par chaque pays, avec comme avantage de décider de l'usage de cet argent au lieu de se faire dicter leurs choix financiers par la Commission. Pour faire avaler la pilule, on nous explique aujourd'hui, dans un mélange de mauvaise foi et de candeur, que cette dette colossale, certes contractée par la Commission, mais qui est due par les nations, serait remboursée grâce aux fameuses ressources propres. Première étape vers un impôt européen ardemment souhaité par certains. Une taxe carbone, une taxe GAFAM, une taxe plastique, leur instauration reste très hypothétique et leurs produits financiers totalement inconnus. En pratique, comme toujours, ce sont les 9 pays contributeurs nets au budget européen qui vont devoir supporter demain le poids de cette nouvelle dette. Ainsi, par exemple, la France disposera de 40 milliards d'euros sur 750 et verra sa contribution au budget augmenter pour les 6 prochaines années. Ce qui est historique, pour reprendre le terme de Macron, c'est sans doute de voir un président négocier un accord à l'encontre des intérêts de son propre pays. La crise sanitaire ne doit pas devenir le nouveau prétexte pour continuer à construire l'Union européenne, non seulement sans les peuples, mais contre leurs intérêts fondamentaux.